RCF. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une guerre, finalement, vous savez. Mais nos parents savaient. Ça mitraillait tous les jours, ça bombardait, alors. Je me rappelle surtout des avions, le bruit des avions. Et ça, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles. Le 6 juin, à 5 heures du matin, on est réveillé par un grondement sourd. Notre père nous a dit, c'est le débarquement. Nous sommes libérés. Nous sommes plus sur le joug des Allemands. Dans ce podcast RCF, les enfants du jour J, nous donnons la parole aux derniers témoins normands. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, ils racontent leur enfance et adolescence marquée par la guerre. Aujourd'hui, c'est Bernard Duval qui nous raconte son histoire. Il a été résistant et déporté. Le 20 mai 1944, il avait 16 ans. À quelques jours du débarquement, il fit partie du dernier convoi de résistants à quitter la maison d'arrêt de Caen, direction les camps de concentration. Il échappera ainsi le 6 juin 1944 à l'exécution des résistants incarcérés avec lui. Il nous décrit la torture qu'il a subie par la Gestapo ainsi que la dure vie des camps. Attention, ces propos peuvent marquer les esprits, jeunes ou moins jeunes. Les enfants du jour J, Alice Létondot. Les souvenirs sont assez confus, il y a beaucoup de choses à dire. Comme tout à chacun, j'ai évacué. On a pris la route de l'Exode pour fuir devant l'avancée des Allemands. Donc nous sommes partis un matin de 40. Juin 40, nous avons évacué. On les avons fui devant les Allemands, vers l'ouest. On a fui vers lui, on a pris la route de Villers-Bocage. On a trouvé ces routes tout encombrées de monde qui s'en allait avec son bien, maigre bien. Ceux qui étaient les plus nantis avaient une voiture, mais j'en ai vu partir avec une brouette ou 2 valises à la main sur la route. Mais la route était très encombrée, ça avançait très doucement. Nous sommes partis à 2 familles dans un camion de l'entreprise où travaillait mon père. Dans notre évacuation, nous sommes arrivés dans la Manche, dans un petit pays qui s'appelle Montanel. C'est là qu'on a été accueillis par un agriculteur qui a bien voulu nous prêter sa grange pour qu'on puisse se reposer. Et puis, 2 jours après, on a appris que la France avait perdu la guerre. C'est Pétain qui prenait les rênes. Et à partir de là, un armistice s'était demandé. On n'a plus de raison de rester là où nous étions. Donc on a repris la route du retour. Alors la route du retour, on a retrouvé la même route aussi encombrée, même plus encombrée puisqu'il y avait l'occupant. Il faisait savoir que c'était les vainqueurs. Bernard Duval n'avait que 14 ans lorsque, sans le savoir, il effectua ses premiers actes de résistance. La première acte de résistance, ça a été quand je suis arrivé à Caen, on a récupéré notre maison, et avec une bande de copains du quartier Saint-Julien, puisque j'étais au quartier Julien, qui n'acceptions pas la défaite de la France et l'occupation, on s'est attaqué à la propagande qui fleurissait sur les murs de la ville de Caen. Et on a donc déchiré les affiches qui mettaient en place. Je ne sais pas si on peut parler de ça de résistance. À ce moment-là, la résistance, ça n'existait pas. Ça venait de se produire, ça. Et bien entendu, alors on suivait les communiqués qu'on pouvait obtenir à la radio anglaise, la BBC, à ce moment-là. Et en fonction, on a fait connaissance du général de Gaulle qu'on ne connaissait pas. C'est un général qui est sorti pour nous d'un chapeau. Concrètement, c'est-à-dire que c'était progressif. On s'est d'abord attaqué à la propagande qui fleurissait sur les murs. Puis après, nous, on a fait la même chose. On s'est mis avec le papier qui nous restait, puisque nous avions tous à ce moment-là 14 ans, sur les papiers, les cahiers d'école, on s'est mis à écrire les slogans qu'on entendait à la radio anglaise et qu'on collait à notre tour sur les murs aux endroits où on espérait bien qu'ils seraient lus. On a continué à faire de la propagande sur les murs. C'était notre résistance à nous. Et puis, moi, j'avais quitté l'école, j'avais 14 ans, donc on pouvait quitter le cycle scolaire. Et je me suis engagé dans une menuiserie qui était la plus
plus importante de Caen, qui s'appelait les établissements dorés. Et dans cette menuiserie, j'étais incorporé dans une équipe qui a fabriqué des portes en arrivant très épaisses et que je su rapidement que c'était pour la maison d'arrêt de Caen. J'ai travaillé sur ces portes, puis après, ces portes-là, fallait les poser, et j'étais désigné pour accompagner le compagnon qui était en charge de ce travail. Et un jour, on est parti avec notre camion à bras, les portes qui étaient réalisées, notre boîte à outils, et nous sommes allés à la prison, à la maison d'arrêt de la Blaiserie. Là, on a réussi à rentrer avec difficulté parce que c'était très très gardé. Hein. Enfin, la sentinelle a su qu'on venait travailler, il nous a laissé rentrer. Donc on a monté nos portes. Arrivé en haut, on a réparti les portes là où ils devaient être posées. Alors pourquoi ces portes? La résistance était née, les Allemands multipliaient les arrestations, et à partir de là, il y avait des cellules qui jugeaient trop grandes, ils ont fractionné. Fractionner, ça veut dire qu'on avait besoin d'autres portes. Alors c'est comme ça que ces portes avaient le droit d'existence, quoi. Alors nous sommes montés avec notre matériel au 3e étage. On a réparti les portes. Là. Aussitôt arrivé là-haut, le compagnon avec qui je travaillais et moi-même, on a eu chacun une sentinelle qui nous suivait partout. On n'avait pas le droit d'aller ailleurs que là où on devait travailler. Et on a commencé à poser nos portes. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que là où j'ai travaillé avec l'artisan qui avait sa menuiserie dans une cour passante à Caen, il y avait un autre artisan qui était un peintre décorateur qui s'appelait André Michel et qui lui avait été arrêté par les Allemands. C'était le premier de mon environnement, que je connaissais très bien, qui avait maille à partir avec les Allemands. Je reviens à ma prison et on commence à distribuer la soupe aux prisonniers qui étaient en face de nous, sur le même étage. Tout en travaillant, j'ai regardé ce spectacle navrant. C'était rien des résistants qui avaient été récemment arrêtés, qui tendaient leur gamelle, on mettait la soupe, on fermait la porte, et ainsi de suite. Seulement arrivé en face de moi, quand on a ouvert la porte, le prisonnier qui sortit avec sa gamelle, je le connaissais. C'était André Michel, le peintre décorateur, qui travaillait dans la même cour que l'artisan. Alors, j'ai lâché mon burin qui est tombé sur le couloir. Ça fait un bruit parce qu'il n'y a pas de... C'est un hall. Hein. Bon, la sentinelle, comme l'ouvrier avait levé la tête, demandait ce qui s'était passé. Il y a un droit commun français, un bagnard, qui était venu nous aider, qui servait de manœuvre. Qui lui était habitué au milieu carcéral, il y avait longtemps qu'il a été arrêté. Et quand tout le monde a repris son travail, enfin, après cette interruption, il est venu à moi, m'a poussé dans la cellule pour me soustraire de l'attention de la sentinelle et en me regardant bien, me dit « Tu connais le gars d'en face ». J'ai pas eu la prudence de dire non parce que pendant l'occupation, il fallait faire attention à tout ce que l'on disait, tout ce que l'on faisait. J'ai dit oui. Il y a quelque chose à te dire. J'ai dit oui. Lui, il n'est pas de sentinelle, c'était un droit commun. Donc, en maquillant son travail, il balayait, il faisait préparer le ciment, enfin, le travail de menace. Il est allé à la cellule de André Michel, il a réussi à parler avec lui par le mitard, c'est-à-dire le guichet de la porte. Et là, après, le bagnard est revenu, il me repousse dans la cellule pour pas que la sentinelle l'entende, ni voit ce qu'on allait faire. Dans un coin de la cellule, il me dit, voilà, il a 2 lettres à passer, c'est très urgent. Est-ce que tu veux t'en charger? J'ai dit oui, m'en occupe. Et la même chose, par la même manœuvre, il a récupéré les lettres, il est revenu, et il m'a mis les lettres dans mes chaussettes, derrière, sachant bien que la fouille, parce que j'avais 2 fouilles à passer, ne serait que latérale. Le camion à bras qui nous avait aidé à porter la porte et les outils, notre équipe en avait besoin. Il fallait absolument que ces camions soient rentrés avant midi à la menuiserie. Le copain me dit, hop, tu pars maintenant, on rapporte le camion. On était en mois d'octobre 41. Les hivers de guerre ont tous été froids. Et déjà, il faisait froid. Mais pas la peur, je transpirais.
Je savais que c'était compromettant ce que j'avais certainement. Je ne connaissais pas la teneur, mais le compagnon m'a dit de partir pour aller remporter le camion. Je suis descendu l'escalier, arrivé en bas, pap, un sentinelle m'a demandé de stopper. En me demandant de me mettre au garde à vous, puis m'a regardé, vous savez, avec des yeux très scrupuleux, et puis il m'a fouillé latéralement. Vec en allemand, ça veut dire va-t'en. J'ai continué, j'ai fait toute l'aile principale de la prison, puis arrivé au bout, pop, je suis cueilli par une autre sentinelle qui, de la même façon, me fouille. Et puis, ça s'est passé de la même truc. Feuille latérale, vec. Je suis parti, j'ai récupéré mon camion dans la cour principale qui est devant la prison. Et puis j'ai commencé à le présenter à la porte. Le sentinelle ne bougeait pas. Il n'avait pas d'ordre. Alors je ne sais pas ce que j'allais faire. Il s'est informé, puis il a bien vu qu'il fallait que je sorte. Enfin, il a ouvert la porte et j'ai pu sortir. Sachant que je pouvais être observé, j'avais 16 ans et demi. Je me suis amusé à baftifoler avec mon camion jusqu'à la rue Bayeux. Puis à la rue Bayeux, je tournais à droite, là au Calvaire, et puis j'ai couru jusqu'à la menuiserie, où j'ai remis mon camion. Et là, j'ai fait que j'attende midi pour sortir. Hop, je suis sorti de la menuiserie, et j'ai couru à l'adresse que m'avait donnée le bagnard et la personne à qui je devais remettre les lettres. Je connaissais très bien l'adresse et je connaissais très bien la personne à qui je devais remettre les lettres. Arrivé à la maison, j'ai sonné, personne ne me répondait. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai vu, en me reculant, un rideau bouger doucement, puis regarder qui c'est qui sonnait. Me connaissant, ils n'ont pas fait d'histoire, ils sont descendus tout de suite pour m'ouvrir. Et avec la fougue qu'on peut avoir à 16 ans et demi, venant d'un endroit particulier, et connaissant très bien la personne que j'avais vue et qui connaissait eux, je dis dans ma fougue, voilà, je suis à la maison d'arrêt, j'ai vu André Michel, et j'ai pas eu le temps d'en dire plus. On m'a tiré à l'intérieur de la maison, en regardant derrière moi si je n'étais pas suivi. En réalité, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais dans un réseau de résistance. Et André Michel était le responsable pour la partie normande. J'ai dit, voilà, j'ai 2 lettres, ils ont lu, ils m'ont rien dit, ils m'ont simplement demandé si je pouvais ramener une réponse. Je dis, j'ai pas fini de travailler, oui, je retourne l'après-midi, et ils m'ont donné une réponse que j'ai cachée de la même façon dans mes chaussettes. Et puis je suis passé rapidement au domicile de mes parents pour manger. Et puis, direction, après la prison, à 1h30, on reprenait le travail. Première fouille, comme le matin, je suis rentré, après deuxième fouille, latérale aussi, tout s'est bien passé, et puis je suis monté. Arrivé là-haut, j'ai vu mon bagnard qui était là, je lui ai fait signe, il m'ignorait complètement. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. J'ai repris mon travail, puis au bout d'un moment, il est venu me voir. Il m'a poussé dans la cellule pour me soustraire de la sentinelle, et il m'a dit, alors, ça s'est bien passé? Je dis oui, j'ai une réponse, tu me la donnes. Mais tu fais attention, les Allemands sont nerveux, et est-ce qu'ils se doutent de quelque chose? On ne sait pas. Fais attention. Alors je lui ai donné la réponse, de la même façon, il l'a fait parvenir à André Michel, puis il est revenu à moi, bon ça va, et effectivement, la garde est de plus en plus rapprochée entre la sentinelle et nous-mêmes, parce que l'ouvrier avec qui je travaillais avait aussi une autre sentinelle. Il a été donner la lettre en me disant, tu fais attention, effectivement. Donc, j'ai passé l'après-midi sans histoire. Arrivé le soir, on est reparti. Là, j'ai passé les fouilles tranquilles, l'esprit tranquille. J'avais plus rien de gros promettant sur moi. Et je suis revenu à la maison. Mais le lendemain, je n'ai pas pu revenir. Les Allemands n'ont pas voulu. Pourquoi? Je ne peux pas vous apporter de réponse. Alors, moralité, c'était mon premier acte de résistance. De ce mouvement de résistance qui s'appelait le réseau Hector. C'est tout ce que je peux dire. C'était mon premier travail de résistant. Alors que je n'appartenais pas encore à la résistance. C'est venu un petit peu plus tard. Malheureusement, André Michel a été fusillé 3 mois plus tard. La résistance, j'ai appartenu, si l'on peut dire officiellement, grâce à un copain, un nommé Bernard Boulot, qui avait continué ses études, on était du même âge, tous les deux,
Mais il avait poursuivi ses études pour un CAP de tourneur-ajustant. Et lui, là-bas, à l'école primaire supérieure, il avait trouvé un camarade qui appartenait déjà à un réseau de résistance. Sachant les idées de mon copain, il lui a demandé s'il voulait rentrer dans le réseau. Bon, il avait répondu oui, mais pour la charge de travail qu'il avait à recevoir, il fallait 2. Et il m'a demandé si j'avais un copain, tout de suite pensé à moi, et c'est comme ça que je suis rentré dans la résistance. Alors je suis entré au réseau Front National, qui n'a rien à voir avec ce que dictait Le Pen. C'est une retour de déportation que j'ai su que ce réseau-là était d'obédience communiste, alors vous voyez que c'était loin des idées que véhiculait Le Pen. Donc je suis rentré dans ce réseau de résistance, et notre travail c'était d'espionner tous les travaux que les Allemands faisaient le long du secteur maritime allant de Ouistreham à Anal. Alors on y allait copains, on relevait sur des petits morceaux de papier les renseignements qui pouvaient être utiles aux Anglais, et petits morceaux de papier parce qu'on pouvait les avaler au cas où on aurait été arrêté, fouillé, tout ça. Et on revenait le soir à la maison, on recopiait nos affaires et on donnait ça à notre chef de réseau, le chef de groupe qu'on avait de ce réseau de résistance. Voilà. Alors, un autre groupe de copains faisait un autre travail de renseignement auprès des sociétés qui occupaient les Allemands, les sociétés collaborationnistes aussi, RNP, tout ça. Et l'un de nous, si on était 7, oui c'est ça, un de nous avait réussi à infiltrer un réseau de collaborateurs qui s'appelait le RNP, Rassemblement National Populaire, je crois, oui. Et il avait réussi à aborder la comptabilité de ce bureau-là. Et un jour, il a réussi à kidnapper une serviette qui contenait des documents importants. Et là, malheureusement, son vol a été vite repéré. Ils l'ont arrêté, ils l'ont fait parler comme je suis. Et puis, il a avoué le nom. Alors on a tous été arrêtés. Et moi, j'ai été le dernier arrêté le 10 mars 1944, au domicile de mes parents, devant ma mère, qui ne savait pas que je faisais de la résistance. J'habitais à Caen, rue du magasin à poudre, là où il y a l'université. Au haut de la rue du Gaillon et la rue du magasin à poudre. À la station, c'est deux Français, des sbires de la Gestapo, qui sont venus m'arrêter. Longtemps, j'en ai connu qu'un. Et récemment, il n'y a pas longtemps, on a pu identifier le deuxième qui m'a arrêté aussi. Ils m'ont arrêté devant ma mère, qui tout de suite a réalisé ce qui se passait, bien qu'elle ne savait pas que je faisais de la résistance. En aparté, m'avait dit file par le jardin, compte tenu de la pente que la rue du Gaillon, il se trouve que des maisons, ça datait du Moyen-Âge, voilà. Le grenier d'une maison servait de cave à l'autre maison qui était un peu plus haute, vous voyez. Il se trouvait que nous étions complètement en haut, dans la rue du magasin Poudre, et la propriétaire qui nous louait l'appartement où nous étions avait un grand jardin, et par ce grand jardin, en sautant des clôtures, j'aurais pu m'échapper. Mais si j'avais donné existence à ce que m'avait dit ma mère, qu'ils auraient fait de ma mère. Hein. Alors j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, et j'ai pensé que j'essaierais de m'en aller, de m'échapper quand ils m'emmèneront à la Gestapo. Ça n'a pas pu avoir lieu, on a pris des grandes artères, et je suis allé jusqu'à la Gestapo. Arrivé à la Gestapo, on m'a poussé par terre, on m'a menotté à un radiateur, et il y avait dans ce bureau une sentinelle allemande qui était là pour me surveiller. Jusqu'à ce qu'arrive un Allemand, le type parfait de la Gestapo, chapeau feutre noir, tout ça, et qui s'adresse en allemand, bien entendu, aux soldats. Et là, j'ai entendu mon nom au milieu de la conversation allemande, et il s'est arrêté, il s'est retourné vers moi. Il me dit, c'est toi, Duval? Parce qu'il parlait très très bien le français. Hein. Et il m'a détaché du radiateur, il m'a tiré par la menotte, parce que ma main gauche était restée menottée vers une porte qui donnait tout de suite sur un escalier pour monter à l'étage. Son bureau devait être là-haut. J'ai monté 3 marches de cet escalier, et il s'est retourné, il m'a donné une gifle magistrale.
Ma tête est allée taper contre le mur de la cage d'escalier en me disant « si on ferme les portes ». J'aurais dû, avec ma main libre, fermer la porte derrière moi. Arrivé là-haut, dans son bureau, il me fait asseoir dans une chaise, il me menotte les mains dans le dossier de la chaise, il me regarde, il me dit « t'es un sale espion, t'as fait ça, ça et ça ». Et il était déjà très bien renseigné. Il me dit « tu réfléchis bien, je te donne 2 minutes ». Et puis il a commencé à se préparer, il met un papier dans sa machine à écrire, il a tiré son revolver, il a mis une balle dans le canon, il a mis le revolver devant moi, enfin, c'est un théâtre pour m'impressionner. Et puis il me dit « t'as réfléchi, tu peux me répondre, t'as quelque chose à me dire ?» Alors je lui dis « non, vous vous trompez », j'ai nié, bien entendu. C'était difficile, mais il n'a pas cru, bien entendu. Il me dit « bon, ben d'accord, tu réfléchis bien, je te donne encore 2 minutes. » Mais réfléchis bien, hein. Et puis continue à se préparer, quoi. Quand il a eu fini, il m'a dit « alors ça y est, tu es revenu à de meilleures intentions ». C'est exactement les paroles qu'il m'a dit. Je lui ai dit « non, vous vous trompez. » Bon, j'ai un petit moyen pour te faire parler. Il est allé dans la pièce à côté, il est revenu avec une matraque longue de ça, à peu près, en carré, caoutchouc, ondulé, carré, noir. Puis elle a donné un coup sur son bureau pour bien me faire voir de quelle nature c'était. Et il m'a dit, maintenant tu vas parler. Et il a commencé à me frapper. Il me frappait sur les cuisses, là. Par la douleur, je me soulevais, j'emmenais la chaise avec moi. J'étais prisonnier de la chaise, hein. Coup de poing dans la figure, coup de poing dans l'estomac, dans le foie, pour me faire asseoir, et ça à un rythme assez rapide. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai arrêté, il a été soufflé. Il me dit, alors ça va, t'as quelque chose maintenant à me dire? J'ai continué à nier, et il a continué à me frapper. Mais de temps en temps, il s'arrêtait, il allait à sa machine, il tapait quelques mots, quoi, je sais pas, je disais rien. Alors, à la fin de l'interrogatoire, bon, je me suis évalué pas mal de fois, et à la fin de l'interrogatoire, il m'a libéré une main de la chaise, m'a forcé à me relever, je ne pouvais pas me lever j'avais les cuisses qui avaient complètement enflé, je ne tenais plus debout, je suis tombé par terre, il m'a poussé, comment j'ai descendu l'escalier, j'en sais rien. Enfin, je suis arrivé en bas, on m'a propulsé dans une traction avant, c'était la voiture de point d'éjection de la Gestapo. Et là, l'interrogateur Gestapo qui m'avait dit que, comme je ne voulais pas parler et que j'étais un sale espion, je serais fusillé. Je devais être fusillé. Et en Allemagne, les espions comme toi, on les bon, on les fusille. On est en guerre, tu seras fusillé. Bon, ça m'avait marqué un peu, mais il est monté dans la voiture avec moi, puis en direction la prison. On m'a fait sortir de la voiture. J'ai commencé à essayer de marcher. J'ai marché difficilement, enfin un petit peu jusqu'à l'escalier qui montait, et premier bureau de la prison. On m'a retiré la ceinture, la cravate, tout ce qu'on enlève à un prisonnier qui rentre en cellule. Et puis, on m'a emmené dans la partie centrale la plus grande de la prison. Et au fond, il y avait une sentinelle allemande qui m'attendait, qui m'a pris par les bras et m'a projeté violemment, alors que j'avais les mains menottées dans le dos, vers le mur. Je me suis cassé le nez contre le mur, je pissais le sang, et avec ordre de me tenir collé contre le mur. Et là, il y avait des SS qui passaient me tirer les cheveux. J'avais les cheveux très longs, trop longs à leur goût. J'étais Zazou, comme on disait. Comme il y a maintenant le mouvement mythnique, nous c'était le mouvement Zazou. Et puis après, il y a un bagnard qui est venu de la centrale de Beaulieu, un gars avec une tondeuse, et en 3 mouvements, j'avais plus de cheveux sur la tête. Après, on m'a emmené en haut, au 3e étage, là où nous avions posé des portes. Et puis, une sentinelle m'a emmené vers une cellule, la cellule numéro 27, dans laquelle on m'a poussé, et où il y avait déjà deux prisonniers. Parce que dans ces cellules, pour une personne, on en mettait 3.
C'était le 3e qui arrivait. Il y avait un docteur Debouy, un pneumologue, professeur à la faculté de médecine de Caen, et qui avait été arrêté parce qu'il avait protégé des juifs au sein de la faculté. Et puis un autre, nommé Jean-Pierre Vaudy, on n'a pas compris, qui faisait partie du même mouvement de résistance que moi. D'habitude, les Allemands ne mélangeaient pas les affaires. Il y avait 2 jours à peu près que j'étais dans cette cellule. Il y a la sentinelle fait rentrer un soldat allemand qui portait une étole autour du cou. C'était un aumônier de l'armée allemande qui prononce mon nom avec un accent allemand formidable, qui me demande si je veux me confesser et communier. Alors, bien entendu, j'ai tout de suite fait un parallèle avec ce que m'avait dit le Gestapo. J'ai cru qu'il y avait une suite donnée à ce qu'il m'avait promis. J'ai eu un moment psychique important. J'ai vu les murs de la prison disparaître. J'ai vu tous mes amis, mes parents, mon enfance, enfin, mais l'espace d'une fraction de seconde, je sais pas combien de temps. Et puis, je suis revenu normal et j'ai suivi l'aumônier qui m'a emmené vers une autre cellule. Et là, j'ai essayé d'avoir des précisions. Pourquoi moi, il y avait un autre qui faisait partie du même mouvement de résistance que moi, qui n'a pas été arrêté. C'était Jean-Pierre Vaudy. Mais il avait des ordres, il ne pouvait rien dire. Bon, j'ai rien pu savoir. Quand Philippe m'a ramené vers la cellule, j'ai eu le temps de voir nos noms qui étaient inscrits au-dessus de la porte, inscrits en gothique avec la langue Chine, avec mon nom et spion en allemand qui veut dire espion. Et mon nom était sorti d'un point d'exclamation. J'ai posé la question au l'aumônier qui m'a regardé un air triste, il m'a dit attention particulière. Rien pour me rassurer. Pour en finir, je suis rentré dans la cellule. J'ai pas dormi la nuit. Je savais que si à 5h du matin, la porte de la prison s'ouvrait, c'était pour m'emmener au poteau d'exécution. À 5h du matin, elle s'est pas ouverte. J'ai attendu. Et puis à 7h, à l'heure où ils ouvraient normalement la prison, on récupérait nos affaires qu'on avait mis pour empêcher toute évasion. On les avait mis sur un banc et le banc était dehors sur le balcon qui desservait les cellules. Et là, rien ne s'est passé. Je suis rentré dans la cellule. Pourquoi? Je sais pas. Et puis j'ai passé la journée sans savoir, sans précision. Et puis les jours suivants, je suis allé jusqu'au 20 mai 1944, qui était le jour où on m'a incorporé à un convoi de 28 détenus, direction camp de concentration en Allemagne. La suite du témoignage de Bernard Duval est à retrouver dans un prochain épisode. Il témoignera de l'horreur des camps et de son retour à Caen, ville méconnaissable après les bombardements. Les enfants du jour J, un podcast RCF qui donne à entendre les derniers témoins du débarquement. Une série réalisée par Bénédicte Buisson et Alice Létondo. À retrouver sur rcf.fr et les plateformes d'écoute.